Bonjour Miao Grabowski. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, au marché de la poésie, 41e édition, aujourd'hui le 21 juin 2024. Donc, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Michał Grabowski, je vis en France. Je suis depuis une quinzaine d'années. Je suis actuellement traducteur du polonais vers le français et vice-versa. Récemment, donc en 2024, j'ai publié mon premier recueil en traduction de Tomasz Bąk qui s'intitule Canada aux éditions Lonskin en collaboration avec Clément Liobet. Je viens aussi de publier mon premier recueil en Pologne. Depuis une dizaine de jours, je peux me nommer aussi poète, même si c'est un peu exagéré, je trouve. Sinon, je travaille dans l'organisation des événements culturels et je suis manager culturel, dans le sens large du terme. De où? En indépendant en ce moment, mais j'ai travaillé dans des différents centres culturels et avec différents types d'artistes, pas seulement poètes, mais aussi tout type littérature, art visuel, musique. Donc, quand tu as commencé à écrire, il y a quelques années, non? Écrire, oui. Le recueil que j'ai publié, je l'ai terminé en 2022, fin 2022. Je l'ai proposé à un éditeur en 2023 et il vient de sortir, vraiment il y a une semaine. Et écrire la poésie, ça vient d'où? Pourquoi la poésie? Je pense que j'ai commencé par la traduction. Étant plus jeune, je lisais comme les autres, mais je ne me voyais pas forcément écrire les poèmes. C'est par la traduction que je me suis lancé. À ce moment-là, je me suis approché du monde poétique contemporain. J'ai découvert plusieurs styles, plusieurs poétiques, notamment en Pologne, mais aussi en France, parce que pour moi, la poésie, c'est la traduction et la poésie même, c'est aussi la question d'échange. Donc pour moi, c'était très important de comparer les voix polonaises aux voix françaises contemporaines, les voix de ma génération aussi. Et à un moment donné, j'avais un sujet sur mon passé, sur mon enfance, et d'un coup, les vers ont commencé à couler. Comment tu crées, construis, écris tes poèmes? Est-ce que ça veut dire, prendre une de n'importe quel tes poèmes, comment tu l'as écrit? Pourquoi tu l'as écrit? L'écriture de ce recueil était assez particulière parce que c'est un peu l'exercice de l'insomnie qui m'a permis d'écrire. À force de ne pas pouvoir s'endormir, j'ai commencé à imaginer les débuts de poèmes et ensuite pendant la journée j'ai terminé le reste. Je voulais partager certains sujets et je ne savais pas comment m'y prendre, dans quelle forme. Et finalement, c'est la poésie qui s'est avérée la plus efficace, la meilleure pour exprimer ce que je voulais exprimer. Et le poète, les artistes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? S'il y en a. Si, il y en a beaucoup, mais c'est surtout... pour ce recueil particulier, il y a beaucoup de poétesses polonaises ces derniers temps que je traduisais, que je lisais, comme Justyna Bargielska ou Agnieszka Wolny-Hankało. Un ami poète polonais aussi, Maciej Topolski, qui m'a aidé d'ailleurs à corriger, à rédiger, à mettre en œuvre, mettre en page un peu ces derniers poèmes. Certains poètes de ma génération que je suis en train de découvrir et de traduire justement vers le français, de publier dans les différentes revues. Et puis, quand j'étais plus jeune, bien sûr, je lisais beaucoup plus de la poésie classique du XXe siècle aussi. Donc c'était mes bases. L'idée de la traduction est venue comment? Aussi par coïncidence. À l'époque où je me suis lancé, il n'y avait pas beaucoup de traductions qui sortaient. Il y avait l'énorme travail que faisait Isabelle Macor à l'époque, et qui le fait d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et
voulais peut-être suivre ces pas parce que déjà à cette époque je découvrais des poètes de ma génération qui m'ont marqué et j'aimerais leur donner la voix en français. C'est en lisant leurs poèmes que j'ai entendu dans ma tête, comment ça aurait pu sonner en français et ça m'a donné envie tout de suite de l'écrire, de le copier. Mais c'était pas si évident que ça. Une fois on est devant sa feuille, ça prend. C'est un effort considérable. D'autant plus que moi je suis né en Pologne, je suis pas francophone à la base, donc il y avait pas mal de soucis par rapport à la sonorité, par rapport au rythme, par rapport au registre. Mais j'ai eu la grande chance de trouver des très bons collaborateurs. D'abord Clément Lebet avec qui j'ai traduit Thomas Bank, mais ensuite d'autres qui m'ont suivi dans l'aventure, qui se sont intéressés à cette poésie. Et comme ça vient aujourd'hui naturellement de les traduire. Tu peux nous dire un petit peu de ton aventure de la traduction, est-ce que comment tu traduis, est-ce qu'il y a les difficultés de la traduction, surtout de la traduction poétique? Oui. Il y a beaucoup de difficultés. La première, c'est surtout parce que à chaque nouvel auteur, j'essaye que par son style, il se différencie du poète ou de la poétesse que je traduisais avant. Donc c'est ce que je voulais au départ, parce qu'à chaque fois, j'aime bien que la poésie change pour montrer sa diversité. Donc c'est ça la difficulté principale, parce que une fois j'aime bien quand les phrases sont longues, une autre fois quand c'est très très sobre et très très limité au niveau d'expression, puis que le sujet change aussi, qu'il y a une fois la poésie un peu plus, que ce soit éco-poétique, ensuite que ce soit un peu plus écriture intime. Mais à chaque fois, quand on choisit cette voie, à chaque fois, il faut penser comment s'adapter au style de la personne, à son rythme, comment retrouver. Il y a quelque chose de très subjectif, mais il y a aussi un grand travail aussi de recherche ou d'essai. Parfois, ça n'arrive pas. Parfois, il y a des tentatives qui échouent. Mais à chaque fois, c'est une très très belle aventure, en fait, de pouvoir découvrir ce texte, de pouvoir les transmettre, de pouvoir les partager, déjà avec mes collaborateurs et puis avec le public. Donc c'est toujours un très très grand bonheur. Comment je traduis? Donc d'abord je lis. Une fois j'entends le poème dans ma tête, c'est très bien, donc je m'attaque. Je fais plusieurs brouillons moi-même, et puis je les présente à un de mes collaborateurs. Donc je choisis aussi par rapport à leur goût, par rapport à ce qui peut les intéresser, parce que j'ai plusieurs collaborateurs. Et ils s'intéressent aussi à des choses très différentes. Donc c'est aussi intéressant de viser que ce poème peut aller très bien avec toi ou avec toi. Et puis on parle, et on discute autour d'un poème, qu'est-ce qu'on retient, à quoi ça nous fait penser. Donc il y a beaucoup de discussions et j'adore cette étape, en fait. C'est déjà le premier partage qui se fait. C'est une lecture très attentive et c'est là où il y a toute la force créatrice, il y a toute la force créative qui se fait pendant ce processus-là. Et après on discute sur la version qu'on veut avoir en français. Et une fois la version est faite, on attaque le prochain poème, et puis il va falloir à un moment donné chercher une revue ou un endroit où le partager avec le public. Avant la publication de ton recueil, est-ce que tu as déjà publié dans les revues aussi? Est-ce que tu as commencé à envoyer ou bien directement Non, par rapport à mon écriture, j'ai jamais publié des poèmes dans des revues. J'ai publié des traductions, mais pas des... J'ai publié une fois une nouvelle dans une revue polonaise. Tu écris des nouvelles aussi? J'ai écrit quelques-unes, mais je n'ai publié qu'une seule. Jusque-là, peut-être ça va changer dans l'avenir, mais jusque-là c'était ça. J'ai publié des traductions aussi des auteurs français en polonais. Donc c'était pas seulement en France que j'ai publié, mais j'ai commencé mes publications avec quelques poèmes de Cécile Coulon dans une revue, puis un poète espagnol, Ben Clark. Ensuite, j'ai écrit un essai sur les poètes du Luxembourg
pour une revue avec plusieurs traductions. Et très bientôt va apparaître, toujours dans des revues, les traductions de Victor Malzac et de Dorsen. Donc ce sont mes projets à venir. Et est-ce que... Et j'aimerais bien, c'est un projet, mais qui... Bon, c'est un peu précoce d'en parler, mais j'ai quand même envie, parce que l'autrice, elle a écrit une très belle chose. C'est Laetitia Paviani qui a écrit une nouvelle, une histoire courte, publiée aux éditions Hartubicam. Et j'aimerais bien traduire ça aussi en polonais. Donc aussi des formes courtes, prosaïques, mais expérimentales, ça, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle polonaise et si tu suis française? Pour moi, c'était deux paysages différents. Ça change un peu. Au départ, surtout, comment dire, la poésie polonaise contemporaine était beaucoup plus accessible. C'était beaucoup plus facile. C'est plus facile, de manière générale, de trouver des jeunes auteurs parce qu'il y a beaucoup de festivals et beaucoup de prix littéraires qui sont dédiés à la poésie. Donc, très vite, on peut se faire un inventaire des auteurs qu'on peut découvrir. Il y a aussi moins de maisons d'édition en Pologne qui publient de la poésie contemporaine, donc c'est aussi plus facile à suivre plus ou moins ce qui se fait et voir les tendances. En France, qui est un peu plus... Et en plus, durant l'époque Covid surtout, beaucoup de choses se faisaient en Pologne, je veux dire, sur Internet. Donc c'était aussi, pour quelqu'un qui habite en France, c'est aussi plus facile d'accéder à des poèmes parce qu'il y a des poèmes entiers qui sont publiés, donc on peut tout de suite voir si le style du poète ou de la poétesse ça me va ou si ça m'intéresse. En France, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une tradition de la presse qui est toujours imprimée. Il y a très peu de choses qui se passent sur Internet, donc il a fallu creuser un peu plus longtemps. Mais depuis quelques années, j'ai découvert des poètes et des poétesses qui peuvent justement dialoguer avec leurs collègues polonais. C'est ça aussi qui m'intéresse après tout, c'est que je regarde s'il y a les mêmes soucis, les mêmes poétiques, les mêmes esthétiques qui sont dans les deux pays. Peut-être pourquoi pas dans d'autres pays en Europe, mais ces deux-là, c'est un peu le pays de ma prédilection. Et de voir s'il y a des espaces communs ou des espaces pour un dialogue poétique. Donc la différence surtout que je dirais, c'est plutôt la structure du marché qui est différent en Pologne et en France, mais une fois on s'habitue et une fois on sait où chercher, on trouve vraiment des choses magnifiques dans les deux pays et qui peuvent vraiment dialoguer de manière magnifique. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres? Pas pour toi. Pour toi, c'est sûr. Pour les autres. Pour le public ou pour les autres poètes Non, pour les autres. Pour les autres poètes? Non, pour les autres personnes, quiconque, de manière générale. L'homme de rue. Je pense que oui, parce que de toute façon, certes, les tirages et les rencontres... le nombre de personnes qui viennent à des rencontres avec quelqu'un qui écrit de la prose et qui écrit de la poésie, c'est pas pareil, mais peu importe, parce que c'est pas la quantité qui compte dans ce cas-là. Je pense qu'il y a une grande nécessité. Pourquoi? Parce que moi, je trouve personnellement que c'est la poésie qui est la première, qui voit le plus rapidement les changements dans le monde et essaye de trouver une langue pour décrire certains phénomènes, pour partager certaines émotions, qui est dans la réponse directe à ce qui se passe autour de nous. Donc pour moi, la poésie, c'est la première porte vers ce qui va se passer ensuite dans la prose, ce qui va se passer. C'est un peu la haute couture dans le monde de la littérature, c'est-à-dire c'est le champ d'expérimentation, c'est le champ d'essai. Parfois ça marche à merveille, parfois ça marche très peu de temps et puis ça se désactualise. Parfois ça marche pendant des années, mais peu importe. C'est que c'est un champ d'essai qui va ensuite rayonner sur d'autres champs, mais peut-être pas de manière directe, mais de manière indirecte. Donc si on veut voir ce qui change dans la littérature, ce qui va changer dans la littérature générale
d'ici 5-10 ans, il faut passer par la poésie, parce que c'est là où on peut voir vraiment les changements et les recherches de la forme. C'est surtout aussi ça, c'est la forme qui m'intéresse beaucoup dans le sujet traité. Je pense que c'est pas la première fois que tu participes au marché de la poésie. Et encore, comme on dit, les festivals, des autres festivals ici ou en Pologne. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça? S'il y a une différence avec le marché et un festival, par exemple? Chaque festival a un peu sa ligne directrice et un peu sa propre programmation. Donc c'est aussi intéressant de voir plusieurs. C'est pas la première fois que je suis au marché de la poésie. J'y viens depuis au moins 2016, 2017 je dirais, où je reviens régulièrement, où je peux découvrir ce qui se passe. Le marché de la poésie offre surtout la possibilité d'observer l'actualité éditoriale. Bien sûr, il y a la scène, bien sûr, il y a des rencontres, des lectures, mais c'est surtout une occasion inédite et je pense la plus grande occasion en France pour découvrir vraiment ce qui se fait dans l'actualité éditoriale poétique en France. C'est vraiment intéressant de voir certains éditeurs qui se déplacent pas forcément dans d'autres villes à d'autres occasions. Ici, ils sont là. Ils reviennent chaque année, ils proposent des choses nouvelles, ils se réinventent. Donc pour moi, c'est ça la force du marché de la poésie. Et après, à chaque fois, c'est intéressant de voir un autre pays qui propose des choses parce que, comme je dis auparavant, comme c'est toujours la question d'échange, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans l'actualité politique de chaque pays. Oui. Merci beaucoup, Miao. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est un extrait de mon livre qui vient de paraître en Pologne. J'ai pas encore la version française. Le livre s'appelle Patria, la patrie. Ça parle justement de ce qui est perdu, ce qui se garde un peu dans nos souvenirs et comment on le traite, ce sujet. C'est un mélange de souvenirs, des contes de fées, des légendes qui se mélangent dans le fantôme du passé. C'est pas très joli de le dire, mais c'est un peu comme ça. L'idée est là. Et le poème que je vais lire, il s'appelle Pareidolia, numéro 2. Donc, pareidolie, c'est un effet physique quand on voit autre chose que dans des objets, quand on pense qu'on voit autre chose dans un objet. Alors, allez-y, ma première lecture. Na zdjęciu widać dziewczynę. Uśmiecha się, jakby ktoś jej czegoś naobiecywał. Po latach pokłóci się z chłopakiem, który stoi obok niej, śmieje się, wygląda na to, że szczerze. Jego zawieszona postura wygląda na pewną i naturalną, taką, o jakiej wielu z nas marzy i uporczywie rozmyśla. Nie sposób odgadnąć całej niepewności ciążącej mu w głowie, zacieśniającej wykład pudełka, w którym się zamknął. Jeszcze obok stoi inny długowłosy chłopak na tym zdjęciu. Nie uśmiecha się. Być może chciałby zamienić się z kolegą miejscami. A może to przejściowy spin w środku lata. Przypomni mu się jak spieczona skóra, powłoka, którą będzie się otulać w pewien długi zimowy wieczór w biurze, wybrawszy uporządkowanie starego dysku zamiast powrotu do domu. Je vais lire différentes pareidolies parce qu'il y a des séries de poèmes et il y a des séries qui sont dédiées, inspirées de cet effet de pareidolie. Plus fort. Donc, pareidolie numéro 1. Zaczarowany las. Chmura układa się w kształt dzieciństwa. Robi to, żeby pokazać strukturę wymysłów. Niebo między nimi nie ma głębi. Nie spojrzysz w dal, nawet gdybyś godzinami wytężał wzrok. Treści długich rozmów, kto tam był, czyjeś przeciągłe spojrzenie, zbierają się w chmury. Próbuję przywołać, jakie były na pewno. Im mocniej w to wnikam, niżej schodzi niebo. Potem wzrok ucieka jak obrażony kot. Pareidolie numéro 4. Na zdjęciu widzi, co się chce.
Ten ogród dawał cień, rabaty kwitły wolą matki, żywopłot osłaniał przed wzrokiem ciekawskich wolą ojca. Gdzieś przemykały się liście, których nie uchwyciła fotografia, ale oko tak. Ten obraz będzie rozrastać się jak chwast, wykrzewiany aż do śmierci. Ten szczegół jest nieuchwytny, jego przywołanie dużo kosztuje, zużywa mnóstwo czasu. Ogród zrobił się tak ciężki, że nie sposób go udźwignąć, zwłaszcza gdy samemu nie rozróżnia się kwiatów od chwastów. Teraz w ogrodzie wyrosła nowa łodyga z tablicą na sprzedaż. Owiewają ją liście, wiele liści z jednego drzewa. Le dernier, alors qui n'a pas pareil Elodie, mais qui est un poème important, qui parle du phénomène de la traduction des langues aussi. Chcesz, żebym powiedział, w czym problem, ale wychodzi na to, że uczyłem się języków obcych, by znajdować zwroty nieprzekładalne i kluczyć wokół nich jak w transie. Kiedy mrugasz, tam życzą miłego dnia. Kiedy zamyka się dzień na plecach, tu drobne w kieszeni się nie zgadzają. Mówisz, że chyba wytną drzewa, bo zjadają je robaki. Czy musimy przyspieszać kryzysy, zanim same do nas przyjdą? W koronach wypatruję szumu, a na trawnikach opadłych liter. Allez, c'est un poème sur une fête passée. Zrobiłem tylko 2 zdjęcia. Na pierwszym puste stoły, szary marcowy wieczór, któremu dzień wyjada ciemne wnętrzności. Na drugim zdjęciu jest dziewczyna. Przyszła pierwsza. Zaskakująco wygadana tego wieczoru. Nikogo nie znałam. Obok siedzą przyjaciele. Dzielą ze mną miasto i ten bar. Po imprezie rozejdziemy się w 2 jakby różne miasta. W miękkie, ochronne tkanki rzeczywistości, którą każdemu z nas udało się skleić z innych ulic i murów obronnych. Potem siedzi gość. Patrzy na tego mnie sprzed kilku lat, od którego odklejam się coraz bardziej, a coraz większe luki czasoprzestrzenne, gdzie nas nie ma, wypełnia wspomnieniami, zacierając szczegóły. Jeszcze dalej kumpel widzi mnie w przyszłości. Ma do mnie interes i zmysł do networkingu, ale szybko zapomina, że ma interes, bo zmysł mu podpowiada, że jest wieczór, alkohol i niewiele zjadł, a już upłynęło trochę czasu, by z rozmów o pracy wejść w rozmowy o tym, czego się chce od życia. I jeszcze połowa twarzy dziewczyny, o której mówią arogancka, ale to dlatego, że za dziecka budziła się zbyt często w samym środku nocy, takiej, jaką widać za oknem. I wreszcie nierozpoznane ramię z pewnością należy do kogoś, jak my, twórców baniek ochronnych. I jest jeszcze jedno zdjęcie, którego nie pamiętam. Gra świateł na chodniku, wokół buty, pada deszcz i coś zdradza świtanie. C'était un peu la pluie à l'aube, mais bon. C'est peut-être une traduction, non? Ou quelques des traductions. Oui. Parmi les poètes que j'avais traduits, je le retrouve tout de suite. Je vais commencer par un poète que je viens de publier chez les éditions Lanskin, Tomasz Bank. Il a fait son séjour à Paris il y a 2 semaines. Dommage qu'il ne puisse pas être là au marché de la poésie. Et ce poème vient de son premier recueil qui s'appelle Canada. Alors, donc Tomasz Bank, Apocryphe. Horaire d'été, festivités en plein air jusqu'à l'aube blanche, ou la première intervention de la police. Il n'y a pas de miracle. Après plusieurs heures en plein soleil, on aperçoit dans les rues des interprétations des scènes de l'Évangile, des saints en tongs. Hier, par exemple, j'ai failli percuter à vélo le Saint-Esprit. Ça devait être lui. Les colombes ordinaires n'ont pas cette blancheur céleste. Aujourd'hui, c'est pire. J'ai rencontré un homme qui, en un quart d'heure, a joué seul une adaptation du mystère de la Passion du Christ. Avant, cela me semblait impossible, d'incarner simplement et à la fois le Messie, Judas et Madeleine, tomber, mourir et pleurer, ressusciter, s'épouster et aller aux putes. Pure perfection, sale perversion, sans hésitation ni présentation.
Il a juste marmonné le message. Rester assis et boire du vin rouge rend divin et capable d'avaler la divinité de l'autre. Tu es un polonais aussi? Tu veux? S'il y a un polonais, tu peux... Oui. Oui. Apokryf. Letni rozkład, plenerowe imprezy do białego rana lub pierwszego przyjazdu policji. Cudów nie ma. Po kilku godzinach w pełnym słońcu można dopatrzeć się ulicznych interpretacji scen z Ewangelii, świętych w japonkach. Wczoraj na przykład jechałem rowerem i prawie zabiłem Ducha Świętego. To musiał być on, bo zwykłe gołębie nie bywają tak niebiańsko-białe. A dzisiaj jest gorzej. Poznałem człowieka, który w 15 minut odegrał monodram na podstawie misterium męki pańskiej. Wcześniej wydawało się to niemożliwe. Tak po prostu równolegle grać rolę Mesjasza, Judasza i Magdaleny. Upaść, umrzeć i zapłakać. Zmartwychwstać, otrzepać się i iść na dziwki. Czysta perfekcja, brudna perwersja. Nawet się nie zająknął, nawet nie przedstawił. Wycedził tylko przesłanie. Siedzieć i pić czerwone wino to jak być Bogiem i móc przełknąć cudzą boskość. Encore? Notre poète, ça va être Agnieszka Wolny-Hamkało, dont quelques poèmes, 10 poèmes ont été traduits et publiés dans la revue La Forge qui vient de sortir à l'occasion de ce marché de la poésie. D'abord, je lis en polonais. Bąd. Wszystko, co żyje, maszeruje na nas. W pancerzach, kołyskach, muszelkach, kokonach. Łańcuszek mrówek, kołtun białych ciem. Klekot suchych pancerzyków i wilgotne ślady. Idzie po nas mięso, nieczytelne znaki, smuszki na asfalcie, zielone odchody, kurier z czarną metką. Odszczekaj tę miłość, odpukaj tę miłość, z pszczelim sercem i miodem. Reszka, przegrałeś, idą kwaśne deszcze. Twoje echo w innym gra na moich ścięgnach do re mi. En français, ça donne sueur. Alors, Tomasz Bąk, je l'ai traduit avec Clément Lobet et Agnieszka Wolny-Hamkało avec Blaise Guina. Sueur. Tout ce qui vit avance sur nous, dans leur carapace, leur couffin, leur coquille, leur cocon, une chaîne de fourmis, une pique blanche de papillons nocturnes, un claque de sèche carapace et des traces humides. Cette viande vient pour nous, en signe illisible, en traînée sur l'asphalte, en excrément vert, en émissaire avec son étiquette noire. Ravale cet amour, répudie cet amour, avec son cœur d'abeille et son miel. Pile, tu as perdu, arrivent les pluies acides. Ton écho dans un autre joue do ré mi sur mes ton mi. Et un deuxième poème d'elle, Oui. Czarno, plus court. Noc wywiązuje się nagle, rozpycha w powietrzu jak hel, wymazując markerem przechodniów szczupłych jak ninja. Noc zaczyna się za kulisami, w perukarni, w liście od J do A, w przekleństwie podrzuconym ci przez sen, w plance na rentgenowskim zdjęciu. En noir. La nuit se déploie soudain. Elle bouscule l'air comme de l'hélium, effaçant feutre à la main les passants amaigris tel un ninja. La nuit commence en arrière-coulisse, dans la perruquerie, dans la lettre des J-A-A, dans la malédiction glissée durant ton rêve, dans la tache sur ce cliché radiographique. Et un troisième poète que je voulais vous présenter s'appelle Konrad Góra et il est aussi vient d'être publié. Ce seul poème vient d'être publié dans la revue La Traductière, qui, dans le 41e numéro, vient de paraître à l'occasion de ce marché de la poésie. Le poème s'appelle Szymborskie. Pada śnieg, siekiera i pień, obce sobie, nagle jedne. Pada śnieg, to biegnie, to tonie. Pada śnieg, ojciec gnoju w uniesieniu. Pada śnieg,
Oni są samotni, są pod nim. Pada śnieg z Szymborskiej, z Szekspira, poetów sprzed wojny, rozbity na litery norweskiego, którym nikt nie włada. Pada śnieg, układam w nim wódkę na stypę po wrogu, lecz piję śnieg. U nas na wsi mało jest rozrywek, stąd każda śmierć to wyjście do ludzi. Pada śnieg, pada jego cień, wraca, nie wróci. En français, de Szymborska. Tombe la neige. La hache et le tronc opposés, soudain, s'unissent. Tombe la neige, qui court, qui coule. Tombe la neige, mer extasiée de la gadoue. Tombe la neige, les solitaires en sont recouverts. Tombe la neige de Szymborska, de Shakespeare, des poètes d'avant-guerre, en alphabet brisé, du norvégien que personne ne maîtrise. Tombe la neige, j'y enfonce de la vodka pour le deuil de mon ennemi, mais c'est de la neige que je bois. Chez nous, à la campagne, il y a si peu de loisirs. Ici, chaque mort est une occasion de voir les gens. Tombe son ombre, qui revient, ne reviendra plus. Un autre poème de lui, assez court. W dniu śmierci dalekiego znajomego. Najłatwiej zgnieść orzech o orzech, człowieka o człowieka. I tak będzie, aż zostanie mi ostatni orzech, ostatni człowiek, wreszcie bezsilne ręce. À la mort d'une lointaine connaissance. Le plus simple est de briser la noix contre la noix, l'homme contre l'homme. Et ainsi il me restera la dernière noix, le dernier homme, les mains impuissantes, enfin.